à tous. Donc, avant de commencer la résolution des exercices et des travaux dirigés d'hydraulique des sols, je vous propose de faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons étudié lors de la dernière séance afin de bien me comprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, suivez-moi dans cette vidéo. Premièrement, il faut comprendre que le sol est un mélange d'éléments solides, de l'eau et du gaz. Donc, un solide étant composé de grains solides, d'eau et d'air. En fait, nous pouvons rassembler chaque phase dans un seul volume partiel de phase, dans un seul volume partiel de chaque unité. Donc, on utilise les notations suivantes, comme illustré sur cette figure. Nous disposons du volume d'air désigné par V1, comme vous voyez dans cette figure, et du volume d'eau représenté par VW, ainsi que le volume des grains solides, c'est VS. Et la totalité du volume est égale à V. C'est la somme des trois volumes, donc c'est V1 plus VW plus VS. Du fait que le volume d'air est nul, donc le volume total est égal à V2 solide plus le volume W, donc VS plus VW. C'est le volume du solide plus le volume d'eau. En fait, les granulats utilisés pour la fabrication du béton doivent permettre la réalisation d'un squelette granulaire avec un minimum de vide. Donc, il est nécessaire d'utiliser des granulats de toute taille afin que les plus petits éléments remplissent les vides laissés par les plus gros. Donc, on remarque clairement que la minimisation de la porosité correspond exactement à une augmentation de la compacité. Alors maintenant, vous dites, à quoi sert le terme porosité? Alors, afin d'expliquer ce concept, je vous laisse avec cette animation qui illustre bien ce phénomène. En fait, les matériaux géologiques, que ce soit de la roche constituant la partie supérieure de la croûte terrestre ou des dépôts meubles, c'est-à-dire les sédiments provenant de l'érosion du socle rocheux et qui le recouvrent, donc possèdent des espaces vides que l'on appelle des pores, comme illustré sur cette figure. En fait, les pores peuvent contenir de l'eau, mais aussi de l'air et d'autres fluides, comme du gaz naturel ou du pétrole. Par exemple, si on immerge une éponge dans l'eau, en fait, l'eau circulera jusqu'à une certaine mesure en remplaçant dans ce cas-là l'air qui occupait les espaces vides. Donc, l'eau circulera jusqu'à une certaine mesure en remplaçant l'air qui occupait les espaces vides. Donc, le même principe s'applique pour les matériaux géologiques. Alors, maintenant, vous dites à quoi sert le poids volumique d'un sol. En fait, le poids volumique d'un sol est tout simplement le rapport entre le poids de ce dernier sur le volume occupé. Donc, le volume de l'air, c'est VA, le volume des grains solides, c'est VS, et le volume de l'eau, c'est D ou bien c'est VW. D'accord? Donc, le volume total, c'est le volume de vide qui est égal le volume ou bien de l'eau plus le volume de l'air plus le volume des grains solides. Très bien. Donc, en ce qui concerne le poids de l'eau, c'est W plus le poids des grains solides, c'est WS. Donc, le poids total du sol, c'est W est égal W de l'eau plus W plus W des grains solides. En fait, le WA est égal à 0 si on considère que le poids de l'eau est nul. Donc, le volume total du sol est égal au volume de vide plus le volume des grains solides. Donc, le volume total est égal au volume de vide plus le volume des grains solides. Donc, le volume total est égal au volume de l'air plus le volume de l'eau plus le volume des grains solides. En ce qui concerne le poids volumique et la masse volumique. En fait, le poids volumique est le rapport du poids sur un volume. La masse volumique, c'est le rapport de la masse sur un volume donné. D'accord? Le poids volumique, c'est gamma. Est égal à quoi? Est égal le rapport du poids sur un volume donné. Le rapport du poids, c'est W, qui est égal W de l'eau plus W des grains solides. On sait déjà que de l'eau, elle est nulle.
Donc, W total, c'est W est égal au W de l'eau plus W de l'air, qui est nul, plus W des grains solides. D'accord? Donc, W est égal à WW plus WS sur le volume. Il est en newton par mètre au cube. En ce qui concerne la masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume. Donc, la masse, c'est la masse totale, c'est le rapport de la masse sur le volume. C'est en kilogrammes par mètre au cube. D'accord? C'est un résumé global des notations utilisées dans la mécanique de sol. Et comme récapitulatif de ces notations, on a le poids volumique. On a le poids volumique total et le poids par unité de volume des sols, donc est égal à gamma. Le poids volumique est égal à gamma, est égal à W sur V. Le poids volumique des grains solides et le poids de la matière sèche sur le volume de cette matière. Donc, gamma solide ou bien gamma des grains solides est égal au poids des grains solides sur le volume des solides ou bien sur le volume des grains solides. Et pour le poids volumique du sol sec et le poids de la matière sèche contenue dans l'unité de volume. Donc, gamma D est égal le poids de la matière sèche contenue dans l'unité de volume. En ce qui concerne le poids volumique de l'eau, est égal à W de l'eau sur le volume de l'eau. Pour le poids volumique du sol saturé, c'est-à-dire qu'il est vraiment مشبع كنقولوا له مشبع بالماء, il est saturé. Donc c'est W sur V. Donc W c'est la somme W de l'eau plus W de l'air. W de l'air elle est nulle. C'est le poids de l'air elle est nul. Donc c'est le poids des grains solides plus le poids des grains solides plus le poids plus le grain de l'eau. D'accord? En ce qui concerne le poids volumique des jaugées, et le poids à part, c'est le poids à part des grains solides baignant dans l'eau. C'est-à-dire, c'est la différence entre gamma de saturation moins gamma de l'eau. D'accord? C'est la variation du poids volumique du sol qui est vraiment saturé moins gamma volumique du sol qui contient de l'eau. D'accord? C'est le poids volumique de l'eau. Très bien. Qui est égal à W sur V. VW. Donc, en ce qui concerne la gravité spécifique, c'est la densité est égale à gamma du grain solide sur quoi? Sur gamma de l'eau. Donc, passons maintenant à quoi? À la densité relative. Comme on a dit, la densité relative qui est égale à la différence ou bien qui est égale à la variation de gamma des grains solides sur gamma de l'eau. Gamma des grains solides sur gamma de l'eau. Donc, peut varier de 2,70 à 2,80 pour le type de sol sable. Donc, il peut varier de 2,65 à 2,67 pour gravier. Il peut varier de 2,65 à 2,67 pour les gypses. Il peut varier de 2,30 et pour l'autre type, il peut varier de 2,60 à 2,63. Donc, pour chaque type de sol, on a une densité relative qui peut varier par rapport à chaque type de sol. Alors, passons maintenant à l'hydraulique des sols. On va commencer, afin d'étudier l'hydraulique des sols, on va traiter deux écoulements, écoulement linéaire et l'écoulement plan. En fait, pour l'écoulement linéaire, le sol sujet d'un écoulement est supposé saturé. SR est égal à 1. C'est-à-dire qu'il est vraiment saturé. Donc, le degré de saturation, notez SR. Et le rapport entre le volume d'eau et le volume des vides dans un sol. C'est un paramètre sans dimension qui est souvent exprimé en pourcentage. Donc, un sol sec a un degré de saturation de 0%. Et un sol saturé en eau, donc, a un degré de saturation de 100%. Vous me comprenez maintenant? Donc, le degré de saturation, noté SR, est le rapport entre le volume d'eau et le volume des vides. Très bien. La porosité, en vedette dans notre première capsule vidéo,
et la conductivité hydraulique sont des concepts clés qui sont interdépendants, car lorsque les pores sont bien connectés entre eux, ils forment un chemin qui facilite la circulation de l'eau. La conductivité hydraulique est une mesure du caractère perméable d'un matériau, soit la facilité avec laquelle il se laisse traverser par l'eau. Elle dépend à la fois des propriétés du milieu poreux où l'écoulement a lieu, par exemple la taille et la forme des grains, la répartition et la forme des pores, des propriétés du fluide qui s'écoule, sa viscosité, sa densité, et du degré de saturation du milieu poreux. Elle se mesure en distance par unité de temps, par exemple en mètres par seconde. De manière générale, pour les dépôts meubles, la conductivité hydraulique dépend de la granulométrie. Plus la taille des grains est grande, plus les pores sont larges et donc plus l'eau a tendance à circuler facilement. Le gravier a donc la conductivité hydraulique la plus élevée, s'échelonnant de 1 millième de mètre seconde à 1 mètre seconde. La variabilité de valeur de conductivité hydraulique est toutefois énorme. Un dépôt de gravier est communément plus de 1 milliard de fois plus perméable qu'un dépôt d'argile, qui est considéré comme quasi-imperméable avec des conductivités hydrauliques de l'ordre de 1 billionième à 1 milliardième de mètre seconde. Une démonstration en laboratoire permet d'illustrer très simplement les variations de conductivité hydraulique entre des dépôts meubles de différentes granulométries. Les 4 contenants contiennent des matériaux secs, soit du gravier, du sable, du silt et de l'argile. En versant 250 ml d'eau sur chacun d'eux et en chronométrant le temps de passage à travers les matériaux, nous obtenons une bonne estimation du caractère perméable des échantillons. On constate que pour le gravier et le sable, la totalité de l'eau percole très rapidement et traverse les échantillons en moins de 50 secondes pour le gravier et 1 minute 10 pour le sable. Ces matériaux constituent donc de bons aquifères dans lesquels on peut pomper de l'eau de manière efficace. Au même moment, le silt ne fait que commencer à libérer quelques gouttes d'eau et l'argile retient toujours la totalité de l'eau. Près d'1h20 plus tard, le silt a laissé passer à peu près la moitié de son contenu en eau, alors qu'à peine 10 ml d'eau ont traversé l'argile. Après près de 2h30, la presque totalité de l'eau a traversé le silt. On peut donc considérer ce matériau comme un piètre aquifère. Au même moment, il y a toujours très peu de changements du côté de l'argile. Même 19h30 après le début de la démonstration, seulement 40 ml d'eau ont traversé l'argile. Voilà pourquoi on considère cette dernière comme un aquitard, agissant comme une barrière naturelle à l'écoulement. Pour les roches, comme on l'a vu dans la capsule vidéo sur la porosité, le caractère perméable du matériau dépend fortement de la porosité secondaire, soit du niveau de fracturation. Par exemple, un calcaire karstique contenant un véritable réseau de tunnels souterrains peut présenter une conductivité hydraulique très élevée. Le grès, bien qu'ayant une porosité primaire importante, a toutefois une conductivité hydraulique relativement faible puisque les pores ne sont pas nécessairement bien connectés entre eux. Une roche cristalline, comme celle que l'on retrouve dans le bouclier canadien, peut avoir une conductivité hydraulique élevée si elle est fortement altérée et très dense en fracture. Dans le cas contraire, sa conductivité hydraulique peut être pratiquement nulle. L'échelle de variabilité de la conductivité hydraulique des roches est similaire à celle des dépôts meubles, pouvant s'échelonner de 1 billionième de mètre seconde à 1 millième de mètre seconde par exemple. C'est donc dire que certaines roches très altérées peuvent présenter des conductivités hydrauliques jusqu'à 1 milliard de fois plus élevées que certaines roches très peu fracturées. Si l'on récapitule, la taille des grains de dépôts meubles et le niveau de fracturation des roches influencent grandement la conductivité hydraulique. D'autres facteurs, certains identiques à ceux affectant la porosité, ont également un effet sur le caractère perméable des matériaux. Le premier de ces facteurs est la forme des grains. Contrairement aux grains de forme arrondie, ceux de forme irrégulière ou angulaire s'emboîtent mal les uns sur les autres, augmentant la porosité en même temps que la connexion des vides, soit la possibilité de former un chemin continu entre les pores. La conductivité hydraulique y est donc plus élevée. Le deuxième de ces facteurs est la structure du matériau.
Un arrangement de grains compactés réduit la possibilité de former un chemin continu entre les pores et rend donc le matériau moins perméable. Pour la roche, plus les fractures sont nombreuses, ouvertes, continues et connectées, meilleure est la conductivité hydraulique. Le troisième de ces facteurs est l'homogénéité de la granulométrie. Les pores des grains homogènes ou uniformes ne sont pas occupés par des particules de taille inférieure. Un sable trié sera donc beaucoup plus perméable qu'un dépôt contenant une proportion importante de sable, mais possédant une matrice silteuse ou argileuse. Enfin, les forces d'attraction agissent à la surface des grains. Plus les grains sont petits, plus la surface de contact entre l'air, l'eau et les sédiments est grande. Les forces d'attraction agissant entre l'air, l'eau et les grains auront donc pour effet de réduire la conductivité hydraulique de dépôts aux grains plus fins. Il existe plusieurs méthodes de terrain ou en laboratoire couramment utilisées pour estimer ou mesurer la conductivité hydraulique. Les méthodes de terrain les plus courantes sont le test de pompage, où il s'agit de mesurer les variations du niveau d'eau dans un puits et dans des piézomètres d'observation au cours d'un pompage et suite à ce pompage. L'essai par choc hydraulique, ou slug test en anglais, où il s'agit de chronométrer le retour à l'équilibre du niveau d'eau dans un puits après l'insertion ou le retrait rapide d'un volume connu d'eau. L'essai au perméamètre de Guelph, où il s'agit de chronométrer le temps que prend un volume d'eau donné à complètement s'infiltrer dans le sol. Et finalement, l'essai d'injection à charge constante avec obturateur gonflable, ou Packer test en anglais, où il s'agit de mesurer le volume d'eau injecté dans une section isolée d'un puits à une pression d'eau constante et pendant une période de temps donnée. La conductivité hydraulique constitue une notion essentielle en hydrogéologie. À bien connaître sous toutes ses fractures. Bien sûr, le volume des vides